La bonne peinture de Marcel Aimé. Dans cette histoire, particulièrement croustillante et surtout récréative, pour ne pas dire cocasse, la peinture est ici non pas destinée à la seule vue et au bien de l'esprit, mais bel et bien au bien de l'estomac. Selon Henri Faucillon, dans La vie des formes, ici, l'œuvre ne désigne pas l'art, elle l'engendre. Dans cette histoire, la peinture de cet artiste nommé Lafleur engendre bien plus que de l'art. Elle engendre une nourriture qui nourrit littéralement le corps. C'est dans les propriétés mêmes de cette peinture que réside un principe mystérieux non dévoilé par l'auteur. Cette vertu nourrissante va engendrer, au-delà de résoudre le problème de la faim dans le monde, toute une série de problèmes liés à la nature même de l'homme qui cède presque toujours à son propre orgueil. L'importance accordée par la presse à la peinture de Lafleur va bousculer la vie des hommes. En Amérique, les milieux boursiers furent impressionnés par l'intérêt porté à cette peinture étrangement nourrissante, ce qui redonna des couleurs aux francs sur les marchés boursiers. Au Louvre, 2 tableaux de Lafleur furent exposés. Les visiteurs se pressèrent pour les contempler et n'éprouvèrent aucun intérêt pour la fameuse Joconde. Page 86. J'ai évoqué un certain Henri Faucillon à propos de la vie des formes. Cet historien de l'art français, ici, a travaillé sur le rapport aux formes, affirmant qu'elles ont une valeur d'indice, qui en sont le répertoire, le vocabulaire et, parfois, le puissant instrument. Rien ne nous dit si Marcel Aimé a lu cet ouvrage d'Henri Faucillon. Quoi qu'il en soit, à la page 22, un pauvre homme déambule dans les rues de Paris jusqu'au moment où son regard s'accroche sur un bariolage dans la vitrine d'un magasin. Lisons le passage qui nous met en relation avec la vie des formes d'Henri Faucillon. Ici. Cette harmonie de jaunes et de roses, où il n'aperçut tout d'abord qu'une tache confuse, dissipa aussitôt ses obsessions funèbres et l'incita à s'approcher de la vitrine. Ses maux de tête lui brouillaient la vue, les couleurs du tableau dansaient, sautaient, s'éparpillaient. Mais au premier moment, avant même d'avoir rassemblé ses impressions, saisi des formes et des contours, il éprouvait une incroyable sensation de bien-être, de bonheur, de réconfort. À partir de là, pour le pauvre homme, la vertu nourricière du tableau fut ressentie avec évidence. Ce passage est, pour ma part, le seul indice laissé par Marcel Aimé pour comprendre le mystère de cette peinture qui nourrit l'estomac afin de redonner vigueur à l'être. Quelques mots d'Henri Faucillon peuvent éclairer ce passage. Ici. Nulle part, en effet, il n'est possible de mieux voir comment, d'une forme donnée, découlent jusque dans un lointain détail les heureuses conséquences qui s'exercent sur la structure, sur la combinaison des masses, sur le rapport des vides et des pleins, sur le traitement de la lumière, enfin, sur le décor même. Ce passage peut éprouver l'esprit, mais un autre passage, plus lumineux, saura éclairer ce même esprit. Ici. Si de l'ornement et de l'architecture nous passons aux autres arts, et particulièrement à la peinture, nous voyons que la vie des formes se manifeste dans ces derniers par des expériences plus nombreuses, qu'elle y est soumise à des variations plus fréquentes et plus singulières. C'est que les mesures y sont plus exquises et plus sensibles, et que la matière même y sollicite d'autant plus la recherche qu'elle est plus maniable. Henri Faucillon a travaillé sur l'influence considérable qu'exercent les formes sur l'esprit, et Marcel Aimé transpose cette idée en la littéralisant. Il fait de la peinture une nourriture qui agit directement sur le corps. Ce que l'historien de l'art a théorisé sur le plan spirituel à travers la notion de vie des formes, l'écrivain le traduit sur le plan physique. La forme picturale ne se contente pas d'éveiller des émotions, elle nourrit littéralement le corps. Elle redonne vigueur à l'être. Cette mise en perspective révèle que la peinture suggère malgré nous bien des envies, et que l'art véritable possède ce pouvoir d'agir sur le corps à travers l'esprit. La peinture de Lafleur est une expérience unique de raffinement qui fait d'elle
un art rayonnant comme le suggère La Fillette en jaune, toile régulièrement mentionnée. Entre les pages 36 et 43, elle est énoncée 6 fois. Quelques pages plus loin, La Fleur offre une toile sur laquelle est peint un effet de soleil sur la rue des Saules. Le lecteur découvrira par lui-même le pouvoir de cette peinture dont j'ai donné ici quelques éléments de compréhension, et qui, pour ma part, évoque cet art si français qui séduit au-delà de ses frontières. Et c'est précisément à Montmartre, là où est situé l'atelier du peintre Lafleur, que tout commence. Pour la petite histoire, Marcel Aimé a écrit La Traversée de Paris, et dans son adaptation cinématographique, ici, réalisée par Claude Autant-Lara, Jean Gabin joue le rôle d'un artiste peintre qui, durant l'occupation, défie le couvre-feu pour livrer du cochon de contrebande au marché noir. Évidemment, il existe des rapports entre ces deux récits, et pour les amoureux du cinéma, cette histoire d'art et de nourriture traduit merveilleusement bien l'esprit français que Jean Gabin et Bourvil incarnent avec un panache bien de chez nous. J'invite donc le lecteur à s'approprier cette histoire que Marcel Aimé a su charpenter autour d'une formidable idée qui nous amène à repenser la peinture. Au lieu d'édifier un pamphlet didactique sur l'impact de l'art sur la vie de l'esprit, il choisit un stratagème qui vise à induire l'idée que la peinture a une puissance d'évocation importante. Et l'aspect nourricier de cette peinture traduit en réalité un délice d'émerveillement qui élève l'esprit. Les arts sont autant de saveurs pour les sens des âmes les plus contemplatives, et en rang serré, ils produisent une qualité de vie que Marcel Aimé qualifie d'édénique. Une autre réflexion peut être abordée avant d'achever cette fiche de lecture. Marcel Aimé a en arrière-plan de son récit campé une opposition entre la peinture de Lafleur et celle de Poirier. Aux pages 68 et 69, une analyse de la peinture de Poirier nous dévoile que celle-ci est abstraite, formée de volutes et d'arabesques, cheminant à travers des taches de couleurs claires, fluides, aux contours moelleux. Les réflexions de certains journalistes n'étaient pas très favorables, ce qui suppose que ce style était bien trop abstrait pour l'époque. Rappelons que les nazis, quelques années plus tôt, ont qualifié cet art de dégénéré. Cette précision est importante, car elle souligne que l'art moderne n'est pas évident, il n'est pas accepté par tout le monde du fait de sa déconstruction de l'harmonie et de l'esprit libéral qui l'alimente. En ce sens, bien que l'art moderne trône dans toutes les grandes institutions culturelles, il ne fait pas l'unanimité. C'est la politique progressiste qui l'impose. Cette grille de lecture sera développée prochainement à partir de cet ouvrage. Ici. Quand Poirier apprend que la peinture de Lafleur est, selon un journal, bel et bien une nourriture, il enrage. Il qualifie alors Lafleur de zéro, un peintre sans aucun talent, un barbouilleur prétentieux et borné. Nous avons vu précédemment que la peinture de Lafleur est figurative, et pour en convaincre le lecteur, à la page 32, il est mentionné ceci. Ici. Tous deux s'arrêtèrent en face d'un Lafleur représentant un groupe de femmes devant une fenêtre. Et pour assurer cette affirmation, à la page 18, Poirier analyse la peinture de Lafleur. Ici en haut. C'est lourd, appuyé, consciencieux. Toutes les intentions sont visibles comme le nez, et en fin de compte, c'est très enfermé dans le métier. La composition est-elle assez banale ? À croire qu'il a travaillé avec un manuel du nombre d'or dans la main gauche. Voyez la couleur, les accords sont justes mais tellement faciles, attendus. Ce tableau-là ferait peut-être un bon calendrier des postes, et c'est d'ailleurs de ce côté-là que Lafleur aurait dû chercher sa voie. Quelques lignes plus loin, Poirier précise. Ici en bas. Je reconnais du reste qu'il y a dans une toile comme celle-ci un métier très poussé, malheureusement trop apparent, mais je n'y vois rien d'autre. Lafleur ne sortira jamais de son métier. Aucune poésie, aucune fantaisie, pas le moindre sens de la grandeur. C'est un bon ouvrier appliqué qui travaille et qui travaillera toujours à ras de terre.
Marcel Aimé tisse ainsi une opposition entre un art moderne et un art plus classique, disons traditionnel, c'est-à-dire qui représente des éléments reconnaissables du monde réel. Ce qui se ressent dans le caractère des deux peintres. L'un est plus rageux, plus colérique et même plus méchant, et l'autre plus calme, plus réfléchi. Marcel Aimé a attribué le premier caractère à l'art dit moderne, l'art abstrait, et le second caractère à l'art dit classique. Cette trame est visible, mais elle ne s'impose pas. Il faut prendre la peine de comprendre cette dualité qui oppose le peintre Poirier au peintre Lafleur. C'est une grille de lecture connexe à celle que l'on vient d'étudier. C'est un enrichissement supplémentaire qui accompagne le lecteur pour lui suggérer que l'art figuratif, disons classique, est de meilleur goût et que Marcel Aimé traduit à travers ses propriétés nutritives. Bien entendu, tout cela se fabrique inconsciemment, c'est de l'ordre de l'autosuggestion. Marcel Aimé enfonce définitivement le clou en intitulant son histoire « La bonne peinture ». Ainsi, le lecteur est invité à comprendre que la peinture de Lafleur est supérieure à celle de Poirier. C'est un jugement de valeur subtil qui fait de cette histoire une métaphore brillante. Pour conclure, je dirais que cette association entre peinture et nourriture n'est pas non plus hasardeuse. Il faut dire qu'en France, les arts de la table sont une valeur sûre. On parle précisément de gastronomie. Le terme a été définitivement consacré par Jean-Anthelme Brillat-Savarin dans son célèbre ouvrage Physiologie du goût en 1825, ici, où il définit la gastronomie comme la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. La France est reconnue comme le pays de la gastronomie. Il n'est donc pas étonnant que Marcel Aimé ait associé la peinture à la nourriture et tous deux, dans notre cher pays, sont des particularités esthétiques qui ont façonné la vie de telle sorte qu'on parle d'art de vivre.